On entend de plus en plus le terme intersectionnalité lorsqu'on parle de discrimination et d'oppression. Pour bien en comprendre le sens et ses applications, il est toutefois nécessaire d'en explorer les racines, issues des recherches d'une militante féministe racisée, avocate et professeure universitaire ayant fondé sa carrière sur les questions de race et de genre. Il s'agit de Kimberlé Crenshaw, qui a introduit le concept d'intersectionnalité dans un article publié par l'Université de Chicago en 1989. In the article, she describes the discrete sources of discrimination faced by Black women based on their race and gender. Historically, she said, anti-racist policies tended to focus on Black men, while feminist theory privileged white women. Elle y explique aussi qu'en ne considérant pas l'expérience des femmes noires qui se trouvent à l'intersection de la race et du sexe, le type spécifique de discrimination et les couches d'oppression qu'elles peuvent subir peut être mal compris ou totalement ignoré. Said Crenshaw in the Landmark paper, I am suggesting that Black women can experience discrimination in ways that are both similar to and different from those experienced by white women and Black men. La définition de Crenshaw en 1989 portait sur la façon dont le système judiciaire américain ne reconnaissait pas la discrimination aggravée à laquelle étaient confrontées les femmes noires. Le concept de Crenshaw a depuis été appliqué à différentes communautés en élargissant par le fait même la portée. Crenshaw herself recognized in 2017 that the concept encompasses more than race and gender. Intersectionality is a lens through which you can see where power comes and collides, where it interlocks and intersects. Aujourd'hui, il est reconnu que les personnes peuvent être confrontées à une discrimination aggravée fondée sur la race et le sexe, mais aussi sur la base du handicap, de l'état de santé, de l'âge, de l'identité de genre, de la condition sociale et de nombreuses autres couches liées à leur identité spécifique. Le terme intersectionnalité décrit ainsi un cadre, une approche et même une lentille à travers lesquelles nous pouvons mieux évaluer la dynamique qui fait en sorte que certaines personnes subissent une discrimination aggravée lorsque plusieurs formes d'oppression se chevauchent. Salut, je m'appelle Félicia, j'ai 33 ans. Je suis auteure, compositrice, interprète et puis j'adore le rock'n'roll. Je m'appelle Émilie, j'ai 31 ans. Je suis adjointe à la direction générale et agent de liaison pour la communauté trans chez Fierté Montréal. Je suis une femme passionnée. My name is Roberto Khouri. I'm 26 years old. I'm from Lebanon and I've been in Montreal for the past 3 years. I'm currently doing my PhD at McGill in Quebec. Donc, le concept de l'intersectionnalité, c'est vraiment différentes formes d'oppression qui se chevauchent, faisant en sorte qu'une personne a vraiment une identité unique. Dans ce cas-là, quand on regarde la discrimination, sa situation, c'est impossible de la mettre seulement dans une case parce qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut regarder. L'intersectionnalité, pour moi, c'est quand les différentes identités d'une personne la placent dans une situation où les discriminations qu'elle peut vivre sont à plusieurs niveaux. I would say intersectionality is the experience that you face when you belong to several marginalized groups, and therefore the discrimination that you would face is unique as a result of the intersection of these identities. Mes intersections sont que je suis une femme ayant un parcours trans et je suis une femme ayant un parcours trans provenant d'une région éloignée des grands centres. So for example, by being queer and Arab, I would have less privilege compared to a queer white cis man, and at the same time would have less privilege compared to a straight Arab cis man. And the discrimination I would face as a result of the intersection of these two identities is unique. Par exemple, je m'identifie comme femme, mais je me retrouve beaucoup plus sur le spectrum de la non-binarité. En plus de ça, je suis aussi parent monoparental. En plus de ça, je suis aussi afro-autochtone, donc de Freedman Cherokee. Donc tout ça ensemble, ça fait vraiment plusieurs couches d'oppression qui font en sorte que la discrimination que je vis est à différents niveaux et quand même très unique. Donc, il y a des gens qui vont demander comment tu vis ton intersection. Ben, en fait, c'est super complexe. C'est pas mal aussi complexe que la plupart des gens que je rencontre parce que tout dépendant du climat social, environnemental, politique, l'intersectionnalité de la personne que je rencontre ou du groupe avec lequel je suis,
je vais vivre différentes formes d'oppression et de discrimination. Donc, la raison principale que l'intersectionnalité est si important de reconnaître, c'est qu'il faut vraiment se pencher sur le cas de chacun pour pouvoir analyser la situation telle qu'elle est avec ces formes d'oppression qui s'entrecroisent. On peut pas simplement dire que c'est aussi simple que d'y coller un mot puis quelques étiquettes, puis ensuite que tout va être compris. Malheureusement, ça rajoute du travail à certains, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. La discrimination que je vis par rapport à ces intersectionnalités fait plutôt partie de mon passé, à l'époque où j'habitais encore au Saguenay, où j'étais une personne plutôt marginalisée. Aujourd'hui, je suis quand même consciente qu'à une même intersection, il y a plusieurs niveaux de privilèges et que je trouve, une personne très privilégiée dans ma situation. Je pense que la société aujourd'hui a fait beaucoup de chemin par rapport au respect de la communauté trans, qu'il y en a encore beaucoup à faire. Par exemple, je sais que c'est encore difficile pour plusieurs aujourd'hui de se trouver un emploi et d'avoir des conditions de travail respectables qui les respectent également sur leur milieu d'emploi. Au sein même de la communauté, je dirais, on classifie un peu les personnes trans, celles qui paraissent bien, celles qui passent, tandis que celles dont la transition peut-être est plus apparente, on pourrait dire, où le passé est encore une marque visible. Alors, je pense qu'au sein même de cette communauté-là, certaines d'entre nous puissent se classifier entre elles. C'est un certain type de discrimination qu'on vit. Et même si ça s'est beaucoup amélioré, on peut dire que dans la société actuelle, on vit encore de la discrimination, moi-même. On peut d'ailleurs lire l'article qui a été publié sur notre blog qui en parle et qui expose la situation que je vis encore aujourd'hui. So unfortunately, in the LGBTQ community and outside of it, you definitely have many instances of racism and xenophobia. But another form of discrimination that tends to be common is exoticization or fetishization based on race. So it's one thing to want to exchange with other people based on differences in culture or identities, but it's another thing to just want to sleep with someone because of ideas that you've constructed about them regarding their background. So a common problem is that people could tend to be hypersexualized based on stereotypes that they've constructed regarding religious faith or sexual preferences, physical appearances, or even ideas of masculinity, for example. J'aime pas dire que les personnes QT/BIPOC devraient comprendre l'intersectionnalité. Je crois que ces personnes-là le vivent régulièrement, puis qu'il y a une certaine compréhension innée. Par contre, de comprendre la définition, dans mon cas, ça m'a aidé beaucoup à me situer. Ça a apporté un plus grand sens de solidarité, moins d'isolement, puis plus de conscience de moi-même, plus de validation aussi, à savoir que l'oppression que je vivais, c'était pas de ma faute, si on peut dire, plutôt dans le sens que il n'y a pas grand-chose que je pouvais faire à part comprendre d'où ça venait puis comprendre que ça m'appartenait pas quand ça venait des autres. En ce qui concerne le grand public, c'est important qu'on comprenne c'est quoi l'intersectionnalité. Parce qu'à un moment donné, le beau terme « vivre et laisser vivre », ben c'est pas juste des mots, il faudrait l'appliquer. Dans le « vivre et laisser vivre », il faut prendre conscience des différences des autres, des difficultés des autres, de la souffrance des autres aussi. Puis à ce moment-là, ben il faut prendre conscience de notre responsabilité pour faire en sorte que le monde devienne plus inclusif, que le vivre et laisser vivre, ça soit quelque chose d'actualité. C'est vraiment important que tout le monde comprenne qu'on ne peut pas généraliser les oppressions, que la discrimination que quelqu'un vit ou a vécu, c'est pas toujours quelque chose qui est apparent et qu'on n'a aucune idée de ce que quelqu'un vit par rapport à son intersectionnalité. Donc, personnellement, en tant que QPOC, je trouve ça super important, puis je suis tellement contente de voir que de plus en plus, le gouvernement applique des politiques d'inclusion, ce qui consiste à aussi appliquer une analyse intersectionnelle. Ça fait en sorte que les communautés comme les miennes et les autres se sentent entendues, vues, que leurs réalités sont prises en compte, et puis qu'on peut développer de meilleures mesures aussi pour leur venir en aide et pour améliorer la belle société que nous sommes ici au Canada. Fierté Montréal vous présente une série de capsules d'information sur le concept d'intersectionnalité au sein des groupes de la diversité sexuelle et de genre. Restez à l'affût et apprenez-en davantage sur les différentes couches d'oppression subies par les communautés de nos pairs. Les personnes aînées LGBTQ+, l'invisibilité des femmes de la diversité sexuelle et de genre,
les différents types de discrimination sur les applications de rencontres, les couples sérodiscordants, les personnes transmigrantes, la bispiritualité, le processus d'octroi de statut de réfugié, les personnes immigrantes et réfugiés, la discrimination à même nos communautés.